1er mai 2026. 53 pays africains, zéro tarif douanier, accès total au marché chinois. Pendant que Trump impose des tarifs de 30% sur l'Afrique du Sud et menace le monde entier de guerre commerciale, Xi Jinping vient d'ouvrir grand les portes de la deuxième plus grande économie mondiale à tout un continent. Cette décision n'est pas de la générosité, c'est une conquête stratégique sans tirer un seul coup de feu. Et l'Occident vient de perdre l'Afrique sans même s'en rendre compte. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sous cette vidéo, les algorithmes vont ainsi la promouvoir auprès d'une audience plus large. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Analysons méthodiquement ce coup de maître géopolitique, parce que ce qui vient de se passer redessine l'ordre économique mondial pour les décennies à venir. Le 14 février 2026, lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Xi Jinping a fait une annonce qui a secoué les chancelleries occidentales. À partir du 1er mai, tous les produits en provenance de 53 pays africains entreront en Chine sans aucun droit de douane, zéro. Pas de réduction progressive, pas de quotas, pas de conditions complexes, accès libre et total. Comprenons bien l'ampleur de ce qui vient d'être décidé. La Chine élimine complètement 1,4 milliard de dollars de recettes tarifaires annuelles, volontairement. Pourquoi? Pour acheter de l'influence, des chaînes d'approvisionnement, des matières premières stratégiques, et la loyauté diplomatique de la moitié d'un continent. C'est un investissement géopolitique massif qui rapportera des dividendes pendant des générations. Regardez qui est exclu de cette liste. Un seul pays, Eswatini. Et pourquoi? Parce qu'Eswatini maintient des relations diplomatiques avec Taïwan. La Chine envoie un message cristallin. Reconnaissez Pékin, pas Taipei, et vous aurez accès au marché chinois. Continuez à reconnaître Taïwan et vous resterez dans le froid. C'est de la diplomatie transactionnelle pure et simple. Et cela fonctionne. Maintenant, comparons avec ce que l'Occident offre à l'Afrique. Les États-Unis ont l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Ce programme donne un accès sans droit de douane à certains produits africains, mais seulement à certains produits. Et seulement pour les pays qui respectent des critères stricts de gouvernance, de droits humains, d'état de droit. Et le programme doit être renouvelé périodiquement par le Congrès américain. Et il peut être révoqué à tout moment si Washington décide qu'un pays ne se comporte pas bien. L'Union européenne a son programme Everything But Arms, tout sauf les armes, mais il s'applique uniquement aux pays les moins avancés. Les autres pays africains doivent négocier des accords de partenariat économique complexes qui prennent des années à conclure et imposent des obligations réciproques. La Chine, elle, dit simplement « Tous les pays qui nous reconnaissent diplomatiquement obtiennent un accès total. Point final. Pas de conditionnalité sur la gouvernance, pas de leçons sur les droits humains. Pas de surveillance politique, juste du commerce pur et simple. Et devinez quoi? Les pays africains adorent cette approche, parce qu'elle traite les gouvernements africains comme des partenaires égaux, pas comme des enfants qui doivent être surveillés et éduqués par l'Occident paternaliste. Prenons l'exemple concret de l'Afrique du Sud, la plus grande économie du continent. Le 6 février, le ministre sud-africain du Commerce, Park Staw, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ont signé l'accord cadre de partenariat économique Chine-Afrique pour le développement partagé. Cet accord garantit que l'Afrique du Sud bénéficiera d'un traitement zéro tarif sur 100% des lignes tarifaires pour ses exportations vers la Chine. Tao a déclaré sur X que cet accord améliorera le commerce avec la République populaire de Chine tout en augmentant les exportations et en reconstruisant notre capacité industrielle. Notez ces mots, reconstruire notre capacité industrielle. L'Afrique du Sud voit la Chine non pas comme une menace, mais comme un partenaire qui peut aider à réindustrialiser le pays. Et le timing est absolument parfait du point de vue chinois. Quelques jours plus tôt, Trump avait annoncé des tarifs de 30% sur les exportations sud-africaines vers les États-Unis. 30%. Cette décision menace directement 30 000 emplois sud-africains. Le gouvernement de Pretoria s'est retrouvé dans une position impossible face à Washington. Et là, la Chine arrive avec une solution élégante. Oubliez les États-Unis, exportez vers nous, sans tarif. C'est une alternative crédible que l'Afrique du Sud ne pouvait pas refuser. Xi Jinping a littéralement profité des erreurs stratégiques de Trump pour arracher l'Afrique du Sud de l'orbite occidentale. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique du Sud. Regardez le Kenya. Nairobi peut maintenant exporter du thé, du café, des produits horticoles, des noix vers la Chine sans aucun tarif. Le Kenya est l'un des plus grands producteurs de thé au monde. Le marché chinois, avec son 1,4 milliard de consommateurs, représente une opportunité colossale pour les producteurs kenyans. Le Nigeria, la plus grande économie africaine, peut maintenant exporter du pétrole brut, du gaz naturel, des produits agricoles vers la Chine sans tarif. Le Ghana peut exporter du cacao, de l'or, du bois.
L'Ouganda a déjà commencé à expédier des piments séchés vers la Chine. Le président ougandais Yoweri Museveni a personnellement participé à une cérémonie d'envoi pour 11 tonnes de piments destinés au marché chinois. Ces exemples peuvent sembler anecdotiques, mais ils illustrent une transformation profonde. Pendant des décennies, les pays africains ont exporté leurs matières premières vers l'Europe et l'Amérique. Maintenant, ils se tournent vers l'Asie. Et la Chine facilite cette transition en éliminant tous les obstacles tarifaires. Parlons maintenant des chiffres du commerce Chine-Afrique, parce qu'ils révèlent l'ampleur de cette relation économique. En 2025, le commerce bilatéral total a atteint environ 300 milliards de dollars. C'est énorme. Pour mettre cela en perspective, le commerce États-Unis-Afrique subsaharienne n'était que d'environ 60 milliards de dollars. La Chine commerce 5 fois plus avec l'Afrique que les États-Unis. Mais il y a un déséquilibre majeur. Le déficit commercial de l'Afrique avec la Chine a atteint 59,55 milliards de dollars dans les 8 premiers mois de 2025, presque égal au déficit total de 2024, qui était de 61,93 milliards. Cela signifie que l'Afrique achète beaucoup plus à la Chine qu'elle ne lui vend. Que vend l'Afrique à la Chine? Principalement des matières premières. Pétrole brut, cuivre, cobalt, minerais de fer, produits agricoles non transformés. Environ 40% des importations chinoises en provenance d'Afrique sont des ressources minérales. Le reste est constitué de matières premières non comestibles et de produits semi-transformés. Que vend la Chine à l'Afrique? Des produits manufacturés à haute valeur ajoutée, machines, électroniques, véhicules, équipements d'énergie renouvelable. Entre juillet 2024 et juin 2025, l'Afrique a importé plus de 15 000 MW de panneaux solaires chinois, une augmentation de 60% par rapport aux 12 mois précédents. Ce déséquilibre structurel est exactement ce que les critiques pointent du doigt. Ils disent que la Chine traite l'Afrique comme une source de matières premières bon marché et un marché de décharge pour ses produits manufacturés, reproduisant exactement le modèle colonial que les puissances européennes avaient imposé à l'Afrique pendant des siècles. Il y a du vrai dans cette critique. L'Afrique reste coincée dans le rôle d'exportateur de matières premières, ce qui limite son développement industriel et sa création de richesses. Tant que les pays africains exportent du cacao brut au lieu de chocolat fini, du coton brut au lieu de vêtements, du cuivre brut au lieu de composants électroniques, ils captureront seulement une petite fraction de la valeur ajoutée. Mais voici l'argument de la Chine. L'élimination des tarifs est une première étape. Cela donne aux exportateurs africains un accès au marché. Ensuite, les investissements chinois en Afrique aideront à construire des capacités de transformation et de fabrication locales. La Chine investit massivement dans l'infrastructure africaine à travers l'initiative La Ceinture et la Route. Routes, chemins de fer, ports, réseaux électriques. Cette infrastructure est essentielle pour permettre l'industrialisation. Et contrairement aux prêts occidentaux qui viennent avec des conditionnalités politiques, les investissements chinois sont axés sur des projets concrets qui créent des emplois et développent l'économie. C'est l'argument que Pékin martèle constamment. Nous construisons, nous ne prêchons pas. Maintenant, regardons cela d'un point de vue géopolitique plus large. Pourquoi la Chine fait-elle tout cela maintenant? 3 raisons principales. Premièrement, la guerre commerciale avec l'Occident. Trump a imposé des tarifs massifs sur les produits chinois. L'Union européenne enquête sur les subventions chinoises et menace de contre-mesures. Le Japon et la Corée du Sud resserrent seuls leur contrôle sur les exportations de technologies vers la Chine. Les États-Unis ont créé des alliances comme l'AUKUS et le Quad pour contenir la Chine. Face à cet encerclement occidental, la Chine a besoin de nouveaux marchés et de nouveaux alliés. L'Afrique représente 1,4 milliard de personnes, dont la moitié a moins de 19 ans. C'est le continent le plus jeune et à la croissance la plus rapide du monde. D'ici 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. La Chine positionne stratégiquement ses entreprises pour capturer cette démographie explosive. Deuxièmement, les matières premières stratégiques. L'Afrique possède des réserves énormes de minéraux critiques nécessaires pour la transition énergétique et la technologie avancée. Le cobalt du Congo, le lithium du Zimbabwe, les terres rares, le cuivre de la Zambie, le platine d'Afrique du Sud. La Chine veut sécuriser l'accès à ces ressources avant que les Occidentaux ne se réveillent et ne réalisent à quel point ils sont dépendants. Troisièmement, l'influence diplomatique. L'Afrique compte 54 pays, ce qui représente 54 voix aux Nations Unies, presque 30% de l'Assemblée générale. Quand la Chine a besoin de soutien pour ses positions sur Taïwan, Hong Kong, le Xinjiang, les droits humains, elle peut compter sur le bloc africain pour voter avec elle. C'est un investissement dans le soft power qui rapporte des dividendes politiques énormes, et cela fonctionne. Regardez les votes aux Nations Unies. Quand l'Occident présente des résolutions critiquant la Chine, les pays africains votent massivement contre ou s'abstiennent. Ils ne vont pas mordre la main qui les nourrit économiquement. Maintenant,
parlons de ce que l'Occident aurait dû faire mais n'a pas fait. Pendant des années, les États-Unis et l'Europe ont répété le même mantra. Nous devons nous engager avec l'Afrique. Nous devons investir en Afrique. L'Afrique est importante pour nos intérêts stratégiques. Mais qu'ont-ils fait concrètement? Pas grand-chose. Les investissements occidentaux en Afrique ont stagné. L'aide au développement a diminué. Les accords commerciaux sont restés limités et conditionnels. Et pendant ce temps, la Chine a construit des routes, des ports, des chemins de fer, des centrales électriques, des réseaux de télécommunications à travers tout le continent. Biden a lancé le partenariat pour une infrastructure mondiale et des investissements censés rivaliser avec l'initiative La Ceinture et la route chinoise. Mais combien de projets ont réellement été construits? Très peu. C'était principalement de la rhétorique, pas de l'action concrète. Trump est encore pire. Au lieu d'offrir des opportunités commerciales à l'Afrique, il impose des tarifs. Au lieu de construire des ponts, il construit des murs. Il insulte les pays africains publiquement. Il réduit l'aide au développement. Il retire les États-Unis des organisations multilatérales. Et il se demande pourquoi l'Afrique se tourne vers la Chine. L'ironie est que l'Occident possède toutes les cartes pour gagner en Afrique. Les pays africains préféreraient naturellement commercer avec l'Europe et l'Amérique en raison des liens historiques, linguistiques, culturels. Beaucoup de dirigeants africains ont été éduqués dans des universités occidentales. Les systèmes juridiques africains sont basés sur des modèles occidentaux. Mais l'Occident a traité l'Afrique avec condescendance, paternalisme et négligence. Pendant que les Occidentaux donnaient des leçons sur la démocratie et les droits humains, les Chinois construisaient des autoroutes et des ports. Pendant que les Occidentaux imposaient des conditionnalités complexes sur leurs prêts, les Chinois offraient un financement simple et rapide. Pendant que les Occidentaux débattèrent de politiques africaines dans des think tanks à Washington et Bruxelles, les Chinois étaient sur le terrain, signant des contrats et construisant des projets. Et maintenant, l'Occident récolte les fruits de ces décennies de négligence stratégique. La Chine est devenue le partenaire commercial le plus important de l'Afrique. Les entreprises chinoises dominent l'infrastructure africaine. L'influence politique chinoise en Afrique dépasse celle de n'importe quel pays occidental. Parlons maintenant des risques pour l'Afrique dans cette relation asymétrique avec la Chine, parce qu'il y en a beaucoup et il serait naïf de les ignorer. Premièrement, le piège de la dette. La Chine a prêté des centaines de milliards de dollars aux gouvernements africains pour financer des projets d'infrastructure. Beaucoup de ces pays ont maintenant du mal à rembourser. La Zambie a fait défaut sur sa dette chinoise. Le Kenya peine à rembourser le prêt pour le chemin de fer Nairobi-Mombasa. Djibouti a hypothéqué son port stratégique à la Chine en garantie de prêt. Quand les pays africains ne peuvent pas rembourser, la Chine obtient un contrôle de fait sur des actifs stratégiques. C'est exactement ce qui s'est passé au Sri Lanka avec le port de Hambantota que la Chine a pris en location pour 99 ans après que Colombo n'ait pas pu rembourser son prêt. Deuxièmement, la dépendance économique. En concentrant leurs exportations vers la Chine, les pays africains deviennent vulnérables au changement de la demande chinoise. Si l'économie chinoise ralentit, si Pékin décide de diversifier ses sources d'approvisionnement, les exportateurs africains souffriront énormément. Troisièmement, la concurrence déloyale. Les produits manufacturés chinois bon marché inondent les marchés africains, tuant les industries locales naissantes. Comment un fabricant de textiles nigérian peut-il concurrencer des vêtements chinois qui sont vendus à des prix inférieurs aux coûts de production locale? Il ne peut pas. Résultat, désindustrialisation. Quatrièmement, l'exploitation des travailleurs. Les entreprises chinoises opérant en Afrique ont été accusées de mauvaises conditions de travail, de bas salaires, de violation des lois du travail local. Elles importent souvent des travailleurs chinois au lieu d'embaucher localement, ce qui réduit les avantages économiques pour les communautés africaines. Cinquièmement, la dégradation environnementale. Les projets miniers chinois en Afrique ont causé une pollution massive, une déforestation, une destruction des écosystèmes. Les entreprises chinoises opèrent souvent avec des standards environnementaux beaucoup plus bas que ce qui serait acceptable en Chine même. Ces risques sont réels et substantiels. Mais voici le calcul que font les gouvernements africains. Les alternatives occidentales sont-elles meilleures? Les prêts du FMI viennent avec des programmes d'ajustement structurel douloureux. Les investissements occidentaux sont rares et exigent une gouvernance parfaite. Les conditionnalités politiques occidentales interfèrent avec la souveraineté nationale. La Chine, malgré tous ses défauts, offre du financement rapide, construit des projets concrets et traite les gouvernements africains comme des partenaires souverains. Pour beaucoup de dirigeants africains, c'est un compromis acceptable. Maintenant, que signifie tout cela pour l'ordre mondial? Nous assistons à un réalignement géopolitique fondamental. Pendant des siècles, l'Afrique a été dans l'orbite occidentale, d'abord comme colonie, puis comme État client pendant la guerre froide, puis comme bénéficiaire d'aide occidentale. Mais maintenant, l'Afrique se tourne vers l'Est. Ce changement affaiblit dramatiquement l'influence occidentale.
Si l'Afrique commerce principalement avec la Chine, si l'infrastructure africaine est construite par des entreprises chinoises, si les prêts africains viennent de banques chinoises, alors l'Occident perd tout levier sur les gouvernements africains. Et cela a des implications massives pour les institutions internationales. L'ordre mondial d'après-guerre était fondé sur la domination occidentale des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, les Nations unies. Mais si l'Afrique vote avec la Chine, si l'Asie et l'Amérique latine suivent, alors ces institutions ne reflètent plus l'équilibre réel du pouvoir mondial. Nous voyons déjà cela avec les BRICS, qui se sont élargis pour inclure l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dirigée par la Chine, finance maintenant plus de projets que la Banque mondiale dans de nombreuses régions. Le yuan chinois est de plus en plus utilisé dans le commerce international, défiant le monopole du dollar. L'annonce de Xi Jinping sur l'accès zéro tarif pour l'Afrique n'est qu'une pièce de ce puzzle plus large. Mais c'est une pièce cruciale, parce qu'elle montre que la Chine est prête à payer un prix économique à court terme pour des gains géopolitiques à long terme. C'est une vision stratégique que l'Occident, obsédé par les cycles électoraux de 4 ans et les résultats trimestriels des entreprises, ne peut tout simplement pas égaler. La vraie question maintenant est, l'Occident va-t-il se réveiller et réagir, ou va-t-il continuer à perdre du terrain? Jusqu'à présent, les signes ne sont pas encourageants. Trump impose des tarifs sur ses alliés, affaiblissant les alliances occidentales. L'Europe est paralysée par ses divisions internes et son déclin démographique. Le Royaume-Uni post-Brexit cherche encore son rôle dans le monde. Pendant ce temps, la Chine avance méthodiquement, pays par pays, continent par continent, construisant un nouvel ordre mondial avec elle-même au centre. L'ouverture totale du marché chinois à l'Afrique est un jalon dans ce projet de plusieurs décennies. Les historiens du futur regarderont peut-être en arrière sur cette période et identifieront le 1er mai 2026 comme le jour où l'équilibre économique mondial a définitivement basculé de l'Ouest vers l'Est. Le jour où 53 nations africaines ont obtenu un accès libre au marché chinois, tandis que l'Amérique leur imposait des tarifs. Le jour où l'Occident a perdu l'Afrique, non pas à cause de la force chinoise, mais à cause de sa propre arrogance et négligence.